Je m'appelle Guylaine Thériault, je suis médecin de famille et présidente du groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs. Voici les recommandations provisoires sur le dépistage du cancer du sein au Canada. Afin de rendre l'information accessible pour cette présentation, nous avons opté de présenter des nombres entiers sans intervalle de confiance. Les estimations présentées ici sont préliminaires et basées sur les meilleures données disponibles. Toutefois, comme toute donnée, elles présentent certaines limites et incertitudes. Les données complètes sont disponibles dans notre ligne directrice provisoire que vous pouvez trouver sur notre site Web. Des diapos similaires seront rendus publics après la publication de notre ligne directrice pour faciliter la dissémination et la mise en œuvre des recommandations. Les positions exprimées ici ne représentent pas nécessairement celles de l'Agence de santé publique du Canada. Le groupe d'études canadien est un groupe indépendant de cliniciens et de méthodologistes bénévoles. À ce moment, sur le groupe d'études, nous avons 6 médecins de famille, 4 spécialistes, 2 infirmières praticiennes. Notre mandat est d'élaborer des lignes directrices sur les soins de santé préventifs pour les praticiens de première ligne en se basant sur des données probantes, avec le but d'améliorer la santé des Canadiens et Canadiennes. La décision de mettre à jour cette ligne directrice a été prise en février 2023 lors d'une de nos réunions régulières. Les travaux ont commencé en mars 2023. Voici le groupe de travail pour cette ligne directrice. Moi-même, comme présidente, Nathalie Slapcheva, une infirmière praticienne, comme vice-présidente, 2 spécialistes, Dr. Fleming et Clarenberg, 2 médecins de famille, Dr. Miller et Sheffin. Nous étions supportés par une équipe extraordinaire de l'Agence de santé publique du Canada. Nommons Heather Lindbergh, Laure Tessier, Greg Traversy, mais il y en avait plusieurs autres. Comme pour chacune de nos lignes directrices, nous avons convié des experts à notre groupe de travail. Nous avions une oncologue, un radio-oncologue, une chirurgienne et un radiologiste qui faisaient partie de ce groupe. Nous avions aussi 3 patientes partenaires, dont 2 avec une expérience vécue. Tous les membres du groupe de travail et tous les membres du groupe d'études ont déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt ni relation avec l'industrie en général et spécifiquement pour le dépistage du cancer du sein. Pour nous aider dans nos travaux, nous avions des équipes qui effectuaient les revues systématiques, donc les revues de littérature. Nous avons aussi une équipe de partage des connaissances et, pour cette ligne directrice, une équipe effectuant de la modélisation. Il y a aussi eu plusieurs autres contributions. Une révision externe de nos protocoles et de nos revues systématiques. Il y a eu un portail public à l'été 2023, une séance d'échange de connaissances en septembre 2023, et nous avons, comme toujours, notre réseau de conseillers publics qui ici nous a aidés dans la formulation des recommandations. Commençons avec quelques faits sur le cancer du sein. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et la 2e cause de décès par cancer chez les Canadiennes. En 2024, on estime que plus de 30 000 femmes seront diagnostiquées avec un cancer du sein et plus de 5 000 mourront de ce cancer. Qu'en est-il de l'incidence et de la mortalité par cancer du sein au Canada? Si on compare des intervalles de 5 ans, 1984 à 88, comparativement à 2015 à 2019, on voit que l'incidence augmente chez les Canadiennes. Vous voyez ici que l'incidence a augmenté entre ces 2 périodes chez les 40-49 ans de 0,12 sur 1000 femmes et chez les 50-54 ans de 0,32 sur 1000 femmes. En ce qui concerne la mortalité, entre la fin des années 80 et 2024, la mortalité, elle, a diminué chez les Canadiennes de 0,20 décès de moins par 1000 femmes. La grande majorité des nouveaux cas sont chez les femmes de 50 ans et plus. Mais il arrive que des femmes plus jeunes soient diagnostiquées avec un cancer du sein. Et lorsque cela arrive, c'est malheureusement souvent avec des cancers plus avancés. Nous avons aussi des données canadiennes qui suggèrent que le nombre de cancers et la mortalité par cancer du sein varient selon la race et l'ethnicité.
Qu'en est-il des différentes ethnicités comparativement aux femmes blanches? Au Canada, l'âge médian au diagnostic est plus bas, 52 à 60 ans, comparativement à 63 ans pour les femmes blanches. L'âge médian au décès est aussi plus bas, 55 à 64 ans, comparativement à 71 ans pour les femmes blanches et d'origine japonaise. Il y a aussi différentes ethnicités où les femmes sont plus nombreuses à être diagnostiquées au stade 2 ou à des stades plus avancés. En ce qui concerne les nouveaux cas, toujours en comparant avec les femmes blanches, l'incidence, c'est-à-dire les nouveaux cas, est supérieure chez les femmes de 40 à 59 ans d'origine arabe et des Philippines. L'incidence est inférieure ou égale pour les femmes d'autres races et ethnicités pour lesquelles nous avons des données. Par exemple, l'incidence est inférieure chez les femmes noires. Toutefois, en comparant avec les femmes blanches et maintenant sur une période de 10 ans, on trouve une mortalité plus élevée pour les femmes noires âgées de 40 à 49 ans, une femme de plus par 1000 femmes. Il y a aussi une mortalité plus élevée dans la soixantaine pour les femmes des Premières Nations et les femmes métisses. Toujours en comparant avec les femmes blanches, on se rend compte que certaines femmes ont une mortalité plus basse. Les femmes d'origine chinoise, d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Sud. Il faut toutefois noter une particularité chez les femmes noires. Lorsqu'elles sont diagnostiquées avec un cancer du sein, une plus grande proportion d'entre elles ont des cancers agressifs. C'est important de noter ceci parce que ce type de cancer a moins d'options de traitement. Toutefois, on ne connaît malheureusement pas l'effet du dépistage sur ce type de cancer qui est beaucoup plus agressif. Nous avons demandé une modélisation pour estimer les bénéfices et préjudices du dépistage du cancer du sein chez les femmes de différentes ethnicités au Canada. Mais ce ne fut pas possible car on manque de données canadiennes sur le lien entre l'ethnicité et le cancer du sein. Donc à l'heure actuelle, l'équilibre entre les bénéfices et préjudices potentiels du dépistage chez ces femmes est inconnu. Parlons maintenant du dépistage du cancer du sein. Un rappel bref sur ce qu'est le dépistage. Donc le dépistage, c'est chercher à identifier une maladie alors qu'il n'y a pas de symptômes. Ce n'est pas un examen diagnostique pour quelqu'un qui présente un symptôme comme par exemple une masse au sein. Ça peut paraître surprenant, mais le dépistage peut entraîner des bénéfices, mais aussi des préjudices. Quelles sont les questions auxquelles nous avons tenté de répondre? Premièrement, nous avions une question sur l'efficacité du dépistage. Quels sont les bénéfices et préjudices du dépistage du cancer du sein chez les femmes de 40 ans et plus? La deuxième question portait sur l'efficacité comparative. Y a-t-il une différence si on commence plus tôt ou si on termine plus tard le dépistage? Y a-t-il une différence selon le test qu'on utilise ou l'intervalle entre les dépistages? Puis, nous avons aussi regardé la littérature au sujet des valeurs et préférences des femmes face au dépistage du cancer du sein. Toutes ces questions étaient pour les femmes qui ne sont pas à haut risque et je vais définir ce que cela veut dire dans une prochaine diapositive. Alors, lorsqu'on définit nos questions, on se demande quelles sont les issues cliniques qui sont importantes pour les patientes et on cherche des informations à ce sujet-là. Ça ne veut pas dire qu'on trouve toujours, mais on a cherché des informations sur les stades moins avancés au diagnostic, les traitements moins difficiles, la qualité de vie et la diminution de la mortalité. En ce qui concerne les préjudices, nous avons cherché les issues cliniques suivantes. Les tests supplémentaires ne démontrant pas de cancer, ce qu'on appelait avant les faux positifs. Les biopsies ne démontrant pas de cancer, les effets délétères au traitement et le nombre de surdiagnostics, c'est-à-dire de diagnostics d'un vrai cancer qui n'aurait jamais causé de symptômes. Comme je l'ai dit plus tôt, nos travaux ne comprenaient pas le dépistage chez les femmes à haut risque. Nous nous sommes concentrés sur le dépistage pour les femmes à risque moyen ou modérément élevé. Nous définissons le risque modérément élevé comme des femmes ayant des antécédents familiaux modérés, définis comme un parent au premier degré ou deux parents au second degré diagnostiqués après l'âge de 50 ans,
ou encore les femmes avec une densité mammaire de catégorie C ou D. Pour émettre nos recommandations et élaborer notre ligne directrice, nous utilisons une méthodologie très transparente qui est utilisée et reconnue à l'international, soit la méthodologie GRADE. Comme vous avez pu voir, il y a de nombreux éléments qui ont fait partie de nos délibérations. Les revues systématiques, des données des juridictions canadiennes pour les faux positifs, des documents reçus sur le portail, des données épidémiologiques, un exercice de modélisation. Toutes ces informations-là sont mises en commun dans un document qui s'appelle le cadre décisionnel et qui est disponible sur notre site Web. Ce document est ramené au groupe de travail pour leur rétroaction, puis au groupe d'études pour l'élaboration de recommandations provisoires. Pour élaborer ces recommandations, nous nous sommes basés, oui, sur des études randomisées, mais aussi sur de nombreuses études observationnelles sur l'efficacité du dépistage et aussi de nombreuses études sur les valeurs et préférences des patients. Et comme je l'ai dit, une étude de modélisation, des données de Statistique Canada et des données contextuelles sur les disparités raciales. Les données les plus récentes ont fait partie de nos délibérations. J'ai déjà mentionné notre étude de modélisation, les études observationnelles et les données de Statistique Canada. Nous avons aussi opté pour faire une analyse de nos données avec et sans l'étude CNBSS. Et comme d'autres groupes dans le passé, le groupe qui a effectué la revue systématique n'a pas trouvé de différence substantielle au niveau de la mortalité en incluant ou non cette étude. Donc, voyons quelles sont nos recommandations provisoires par groupe d'âge. Mentionnons premièrement que les recommandations sont pour les femmes âgées de 40 ans et plus. Par femme, on désigne toute personne née avec un sexe féminin, ce qui inclut les femmes cisgenres, les personnes non-binaires et les hommes transgenres. Il faut aussi que ces personnes aient du tissu mammaire, donc qu'ils n'aient pas subi de double mastectomie. Et je le répète encore une fois, ces recommandations ne s'appliquent pas à ceux qui ont une histoire personnelle ou une histoire familiale extensive de cancer du sein, des mutations génétiques qui les mettent à haut risque ou celles qui présentent des symptômes. Nos recommandations commencent par un énoncé global. Le dépistage du cancer du sein est un choix personnel. Les femmes âgées de 40 à 74 ans devraient recevoir l'information sur les bénéfices et les préjudices potentiels du dépistage afin de prendre une décision qui corresponde à leurs valeurs et à leurs préférences. Ces informations devraient comprendre la manière dont l'âge, les antécédents familiaux, les groupes raciaux et la densité mammaire, si elle est connue, peuvent influencer sur les bénéfices et les préjudices du dépistage. Donc, le dépistage étant un choix personnel, si une personne possède ces informations et souhaite se faire dépister, on devrait lui offrir une mammographie tous les 2 à 3 ans. Qu'en est-il pour les femmes de 40 à 49 ans? Qu'en est-il des résultats dans les études sur le dépistage pour les femmes de 40 à 49 ans? On voit des bénéfices et des préjudices. Pour 1000 femmes dépistées dans la quarantaine sur 10 ans, on note une diminution des décès par cancer du sein. Cette diminution est variable selon le type d'étude que l'on utilise. Elle varie de 0,27 sur 1000 femmes dépistées pendant 10 ans pour les études randomisées contrôlées à 0,94 pour les cohortes. Pour les stades 2 ou plus, on ne voit pas de réduction et ceci est informé par les études randomisées contrôlées parce qu'il n'y avait pas d'études observationnelles. Les surdiagnostics, 2 pour 1000 femmes dépistées pendant 10 ans dans la quarantaine, 368 imageries additionnelles et 55 biopsies de plus. Pour répondre à la question, devrait-on débuter le dépistage à 40 ans ou à 50 ans? Comme il n'y avait aucune étude disponible, nous avons utilisé la modélisation. La modélisation, c'est un processus mathématique fait dans un ordinateur. On crée une population qui ressemble aux femmes canadiennes
et on les fait dépister à 40 ans ou à 50 ans et on compare le tout. On suit ces femmes-là toute leur vie. Donc, si on commence à 40 ans et on dépiste aux 2 ans, comparativement à dépister à partir de 50 ans aux 2 ans, on voit au niveau des stades 3 ou plus, un de moins si on commence à 40 ans, jusqu'à un décès de moins par cancer du sein. 2 traitements de chimio sont évités. Et nous avons 174 plus tests additionnels sans diagnostic de cancer et 16 biopsies de plus. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons fait une revue systématique des études pouvant nous informer sur les valeurs et préférences des femmes dans la quarantaine, avec un scénario similaire aux données que je viens de vous partager. La majorité des femmes pourraient trouver que les préjudices l'emportent sur les bénéfices. Toutefois, on reconnaît qu'il y a une grande variabilité dans les valeurs et préférences et aussi que nous avons très peu ou pas d'informations sur les valeurs et préférences des femmes de différentes populations ethniques. Donc, avant d'émettre une recommandation, nous avons considéré les éléments suivants. En comparaison avec les groupes plus âgés, les femmes dans la quarantaine ont une probabilité plus élevée de tests supplémentaires. Le nombre de décès par cancer du sein évité est moins élevé, ici moins de 1 sur 1000 femmes dépistées. Le nombre de surdiagnostics que l'on commence à 40 ou à 50 ans semble similaire. Et ce groupe, donc les femmes dans la quarantaine, tend à préférer ne pas se faire dépister une fois qu'elles sont informées, mais nous sommes conscients qu'il y a une grande variabilité dans ces valeurs et préférences. Donc, pour les femmes de 40 à 49 ans, nous suggérons de ne pas dépister systématiquement par mammographie. Étant donné que les valeurs et préférences individuelles peuvent varier, les personnes qui souhaitent un dépistage après avoir été informées des bénéfices et des préjudices potentiels devraient se voir offrir un dépistage tous les 2 à 3 ans. Qu'en est-il des affirmations selon lesquelles des études récentes démontrent une réduction jusqu'à 50% des décès par cancer du sein grâce au dépistage? Donc ici, vous avez un exemple. Le nombre de décès chez 1000 femmes non dépistées dans la quarantaine, des décès par cancer du sein, est de 2. Le nombre de décès par cancer du sein chez 1000 femmes dépistées est de 1. Il y a 2 façons d'exprimer ceci. On peut parler d'une réduction de 50%, ou on peut parler aussi en nombre absolu et dire une femme sur 1000. Parler en nombre absolu est plus transparent et facile à comprendre, et c'est pourquoi nous utilisons cette façon de partager l'information. Voyons maintenant les recommandations pour les femmes de 50 à 74 ans. Donc, il y a beaucoup d'informations sur cette diapositive-là. On y trouve les données qui proviennent des études, mais des études pour lesquelles il était possible d'extraire l'information par groupe d'âge. On voit ici les résultats toujours par 1000 femmes dépistées et suivies pendant 10 ans pour la quarantaine, cinquantaine et soixantaine. Pour ce qui est des 70-74 ans, elles sont dépistées pendant 5 ans, mais suivies pendant 10 ans. En termes de bénéfices, donc de réduction de décès par cancer du sein, ça varie encore selon le type d'étude, mais on voit que plus on vieillit, plus le bénéfice augmente. Pour ce qui est des stades 2 et plus avancés, on ne voit pas de réduction chez les femmes entre 40 et 59 ans et il n'y a pas de données disponibles par groupe d'âge chez les femmes plus vieilles que 60 ans. Pour le surdiagnostic, 2 par 1000 femmes dépistées dans la quarantaine ou la cinquantaine, 1 à 2 dans la soixantaine, et ça s'explique ici parce que ce n'est pas le même type d'étude qu'on utilise. Et pour les 70-74 ans, au moins 5, et cela s'explique à cause des autres causes potentielles de décès. Pour les autres préjudices, les imageries additionnelles et les biopsies, bien là c'est le contraire des bénéfices, alors on en a plus quand on est plus jeune et ça diminue avec l'âge. Mais qu'en est-il pour les autres issues cliniques qui pourraient être intéressantes pour des femmes, comme les chirurgies, les traitements de radiothérapie ou de chimiothérapie? Il n'était pas possible d'avoir une estimation par décennie parce que les seules études qui rapportaient ces issues cliniques-là les rapportaient pour tous les âges combinés ensemble.
Donc, pour les mastectomies, on voyait une augmentation du nombre de mastectomies dans les études randomisées contrôlées. Dans les études observationnelles, on voyait 0,4 mastectomie totale de moins, mais 0,9 tuméroctomie de plus, donc un total global de plus de chirurgie pour le groupe dépisté. Pour ce qui est de la radiothérapie et de la chimiothérapie, mais il n'y a pas de données observationnelles et on voit une augmentation du nombre de radiothérapies et une diminution du nombre de chimiothérapies dans les groupes dépistés. Qu'en est-il des valeurs et préférences pour les femmes de 50 à 74 ans? Donc, lorsqu'on leur présente un scénario qui comprend des données similaires à ce que je viens de partager avec vous, la majorité pense probablement que les bénéfices l'emportent sur les préjudices. Mais encore, il y a une grande variabilité dans les valeurs et les préférences. Donc, les éléments que nous avons considérés, l'équilibre entre les bénéfices et les préjudices est plus favorable et s'améliore avec l'âge. Le partage d'informations, toutefois, est toujours crucial pour aider les femmes à prendre leurs décisions. En considérant tout ceci, pour les femmes de 50 à 74 ans, nous suggérons le dépistage par mammographie tous les 2 à 3 ans. Comme les valeurs et les préférences individuelles peuvent varier, il est toutefois important que les femmes âgées de 50 à 74 ans disposent des informations sur les bénéfices et les préjudices potentiels du dépistage pour prendre leurs décisions. Qu'en est-il des femmes de 75 ans et plus? Comme il n'y avait qu'une seule étude non randomisée sur la question de l'âge à laquelle terminer le dépistage, nous avons utilisé la modélisation. Nous avons comparé un dépistage de 50 à 74 ans aux 2 ans à un dépistage de 50 à 79 ans aux 2 ans. Selon les données de la modélisation, on note moins de 1, stade 3 et plus de moins, si on termine à 79 ans au lieu de 74 ans. Aucune différence dans la mortalité par cancer du sein, 17 imageries additionnelles et 2 biopsies de plus. Notre recommandation pour les femmes de 75 ans et plus. Nous suggérons de ne pas dépister par mammographie. Pour les personnes âgées de 75 ans et plus, on manque d'informations. Mais on craint que les préjudices ne l'emportent sur les bénéfices si le dépistage se poursuit au-delà de l'âge de 74 ans. Maintenant, voyons les recommandations provisoires pour les femmes à risque modérément élevé. Les femmes avec des seins denses, catégorie C ou D, sont à risque modérément élevé. Pour ces femmes, nous suggérons de ne pas recourir à l'IRM ni à l'échographie comme test supplémentaire en dépistage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de données sur les bénéfices d'un dépistage supplémentaire en ce qui concerne les issues cliniques importantes pour les femmes, soit par exemple le stade au diagnostic ou la mortalité. La recommandation est essentiellement la même pour les femmes avec une histoire familiale qui les place à risque modérément élevé. Nous suggérons de ne pas recourir à l'IRM ni à l'échographie comme test supplémentaire en dépistage. Encore ici, cette recommandation découle du fait que nous n'avons pas trouvé de données sur les bénéfices d'un dépistage supplémentaire au sujet des issues cliniques importantes chez les femmes. Les femmes avec un risque modérément élevé qui sont intéressées au dépistage devraient se référer aux recommandations de leur groupe d'âge. Comme nous l'avons dit, nous n'avons pas trouvé de données directes sur le bénéfice potentiel d'un dépistage chez les femmes à risque modérément élevé. Il existe toutefois des données indirectes que nous avons utilisées pour donner une estimation de l'augmentation du bénéfice potentiel du dépistage chez ces femmes. Ces calculs ont toutefois des limites, car ils supposent que le dépistage a le même effet dans le groupe à risque moyen et dans le groupe à risque modérément élevé. Il ne fut pas possible d'estimer, même de façon indirecte, les préjudices. Ceux-ci peuvent être similaires, supérieurs ou inférieurs. Nous nous joignons aux autres groupes, comme le groupe de travail américain sur les services de santé préventifs, pour demander plus de recherche. Nous demandons aussi au Canada de compiler plus d'informations, par exemple, sur l'impact du dépistage chez les femmes noires et les femmes d'autres ethnicités, et aussi des recherches sur le dépistage supplémentaire pour les personnes ayant des seins denses ou des antécédents familiaux. Voyons certaines autres informations et recommandations d'autres groupes.
Voici quelques données supplémentaires basées sur la publication du groupe américain sur les soins de santé préventifs. En comparant la tomosynthèse au dépistage par mammographie digitale, on note qu'il y a moins de faux positifs avec l'utilisation de la tomosynthèse. Toutefois, il n'y avait aucune différence démontrée pour les autres issues cliniques pertinentes. En ce qui concerne le dépistage annuel comparativement aux 2 à 3 ans, il augmente les préjudices avec des bénéfices incertains. Qu'en est-il des recommandations restantes d'autres groupes canadiens? Nous ne savons malheureusement pas quelles données ont été utilisées pour formuler ces recommandations. Nous les avons cherchées et nous avons demandé à obtenir ces données. Ce que nous savons, c'est que le groupe d'études canadien a examiné de manière exhaustive de nombreuses sources de données, incluant ce qui est publié dans les littératures et les statistiques disponibles au Canada. Notre perspective. Nous convenons que le cancer du sein est un problème réel et important. Pour s'y attaquer, il faut plus que du dépistage. Nous pensons qu'une approche unique n'est pas appropriée pour les femmes canadiennes, en particulier compte tenu des connaissances au sujet des bénéfices, des préjudices du dépistage et des valeurs et préférences des patientes. En conclusion, le groupe d'études recommande pour les cliniciens de partager l'information, c'est-à-dire de discuter des bénéfices et préjudices potentiels en utilisant des nombres absolus. Pour les femmes âgées de 40 à 74 ans, nous recommandons qu'elles s'informent avant de choisir. Le dépistage du cancer du sein est un choix personnel et les femmes devraient pouvoir avoir accès à l'information de qualité pour prendre une décision qui correspond à leurs valeurs et à leurs préférences. Puis, en ce qui concerne les programmes de dépistage, le groupe d'études recommande qu'ils partagent l'information, qu'ils s'assurent que peu importe la manière dont la femme accède au dépistage, elle ait l'information nécessaire de façon claire en chiffres absolus. Nous recommandons aussi au programme d'utiliser le nombre de femmes capables de prendre une décision éclairée comme indicateur de qualité et de récolter les données en lien avec l'ethnicité. Nous savons que toutes les femmes n'ont pas accès à un médecin de famille ou à une infirmière praticienne. Le groupe d'études mettra à la disposition de tous des outils sur son site web dans les mois à venir. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez consulter la ligne directrice provisoire, les outils destinés aux cliniciens et au grand public et les liens vers les revues systématiques en vous rendant sur notre site web. Il est possible de partager vos commentaires à travers un outil de rétroaction disponible sur notre site web et qui restera ouvert jusqu'au 30 août. Nous lirons tous les commentaires et nous les considérerons dans notre ligne directrice finale. Je vous remercie de votre écoute. S'il vous reste des questions ou si vous désirez plus d'informations, vous pouvez toujours consulter notre site web.